Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le directeur et le fondateur du petitjournal.com. Merci à tous pour vous être inscrits très nombreux pour assister à ce webinaire donc sur la thématique expatrié, comment développer votre patrimoine à coup sûr en 2024, à coup C-O-U, accent circonflexe T, à coup sûr en 2024, un webinaire organisé avec notre partenaire Bred Espace. Nous avons aujourd'hui 3 experts que vous pourrez interroger. Donc, on part à peu près pour 1 heure de webinaire. Donc, n'hésitez pas évidemment à bien poser vos questions. On va utiliser le petit onglet poser une question qui est le petit onglet question avec poser une nouvelle question qui est en bas à droite. Voyez, je vais le faire tout de suite. Je vais vous mettre un petit bonjour. Donc, on va utiliser ça comme fil de chat. Donc, déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est le soir en Asie? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique, sur le continent américain? Dites-nous un petit peu, faites-nous un petit signe. Les internautes, vous êtes assez nombreux à vous être déjà connectés. Ça nous fera plaisir de savoir et puis ça nous fera voyager un petit peu autour du monde. Donc, voilà, on vous attend. Voilà, on a Cécile qui est en Australie. Bonsoir Cécile. Bah, ça doit être la fin de journée. Donc, c'est un plaisir. Bienvenue à tous les autres. Faites-nous un petit coucou, un petit signe, comme ça on voit que tout fonctionne bien. Et puis surtout, évidemment, proposez bien toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Comme je le disais, on a réuni 3 experts. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Vous trouverez un mail sur l'adresse à laquelle vous êtes inscrit avec le lien du replay. Donc, si vous ne pouvez pas rester toute l'heure, vous inquiétez pas. Mais en revanche, posez bien vos questions, évidemment, dès le début. Donc, on a avec nous 3 experts, comme je le disais. Thomas Giraud, qui est directeur de Bred Espace Banque Privée. Jean-Philippe de Oliveira, qui est responsable animation et marketing de BPCE Solutions Immobilières. Et Arnaud Morel, qui est directeur de la gestion sous le mandat de Promépar. Bonjour, messieurs. Je vais vous passer la parole à tour de rôle pour juste vous présenter. Là, j'ai juste donné vos intitulés, mais pour vous présenter, puis que vous présentiez un petit peu vos entités également et le type de service que vous pouvez proposer. Et puis après, on démarrera avec un question-réponse, évidemment, avec les internautes. Thomas, je commence par vous. Eh bien, bonjour Hervé, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ces sujets qui nous intéressent. Donc, je suis Thomas Giraud, donc directeur de Bred Espace Banque Privée, qui est la structure en fait banque privée de Bred Espace, qui est la banque en ligne de la Bred. Donc, c'est une banque privée donc au profil assez atypique finalement. Une des particularités, c'est que nous nous adressons à une clientèle internationale, notamment donc des Français de l'étranger, les Français expatriés aux 4 coins du monde dont vous faites partie, et aussi une clientèle étrangère qui souhaite venir en France pour investir. Voilà. Et puis, on travaille aussi avec des clients délocalisés aussi en France métropolitaine, bien entendu. Et donc, on est en capacité d'apporter tous les services d'une banque privée en France sur les aspects bancaires et assurances. Donc, on travaille notamment toutes les classes d'actifs et on peut effectivement accompagner tous les clients sur leurs projets. Super. Alors, juste, je vous coupe un instant. Je pense qu'il y a un petit peu d'écho. Et je me demande, Jean-Philippe, si tu peux essayer peut-être de te mettre sur mute, juste pour voir. Et puis, bah, évidemment, réactiver quand ouais, Thomas, si tu veux reprendre. Oui, donc maintenant j'expliquais un petit peu notre positionnement et le fait qu'on travaille effectivement principalement avec l'international. Donc c'est une équipe aujourd'hui que je dirige qui regroupe donc 10 banquiers privés avec des clients aujourd'hui qui disposent à minima de 50 000 € d'avoir dans nos livres et qui sont bancarisés principalement chez nous. Et puis, on travaille aussi, bien évidemment, avec la France métropolitaine pour des clients qui souhaitent aussi tout simplement une banque plus agile à distance. Voilà, tout en bénéficiant de l'expertise d'une banque privée, notamment sur la partie conseil, épargne, financement, etc. Voilà. Parfait, très bien. Arnaud, je te laisse te présenter. Bonjour, enchanté. Bonjour à toutes et tous. Donc Arnaud Morel, je suis le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management.
Promépar Asset Management, qu'est-ce que c'est? C'est la société de gestion d'actifs de la BRED, donc détenue à 100%. On gère aujourd'hui 3 milliards, ce matin même, 3 milliards d'actifs sous gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est un acteur de taille moyenne, on est proche de nos clients, on personnalise nos offres de gestion. Le service que je représente, donc c'est la gestion sous mandat. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça permet aux investisseurs de bénéficier d'une gestion individualisée de ses avoirs. Mais surtout, vous avez un interlocuteur privilégié, donc un gérant sous mandat, dans laquelle nous sommes aujourd'hui 8 gérants sous mandat, donc répartis par zone géographique. Donc je travaille avec Thomas Giraud au sein de Bread Espace. Et comment ça se passe? Donc vous donnez procuration à Promépar et à votre gérant pour gérer votre PEA, votre compte titre, votre PEA PME ou alors vos contrats d'assurance vie. Le savoir-faire de Promépar s'articule sur 2 axes. Le premier axe, c'est la multigestion. Donc la multigestion, on sélectionne des fonds en fonction de la grille d'allocation et de style que nous voulons donner à nos portefeuilles. Et comment le fait-on? On le fait en architecture ouverte. Donc architecture ouverte, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on recherche les talents de gestion. Donc on va travailler avec d'autres sociétés de gestion et même nous donnons un critère dans nos allocations de ne pas excéder plus de 30% de fonds BPCE, donc de notre groupe, de notre maison mère. Et ça, c'est un point important, c'est un gage d'indépendance dans nos choix de gestion. En plus, on a le seuil d'accessibilité qui est à partir de 30 000 euros. Donc, ça veut dire que quand même, le seuil d'accessibilité est assez bas. Donc, ce qu'on considère, c'est que les bonnes idées, on les applique pour l'ensemble de nos clients, que ce soit pour des clients à 30 000, à 100 000, à 1 million ou plus. Donc ça, c'est aussi des points importants et à mettre en exergue. La deuxième partie, ça va être la gestion en titre vif, où on peut avoir des produits mix à l'intérieur. Titre vif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va acheter des actions en direct, on va acheter des obligations en direct, majoritairement, quasi exclusivement sur la zone économique européenne, puisque nous sommes gérants français et européens et on a plus d'accès corporate, aux entreprises, au suivi sur cette partie-là. Voilà donc un petit peu la présentation de Promépar et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce point-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Je passe la parole à Jean-Philippe. Donc du coup, tu vas devoir à chaque fois faire mute et pas mute, mais comme ça va bien marcher. Vas-y. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous. Donc, je suis Jean-Philippe de Oliveira, responsable de l'animation commerciale et du marketing chez BPCE Solutions Immobilières. Alors, BPCE Solutions Immobilières, qui sommes-nous? Nous sommes la filiale immobilière, la filiale de solutions immobilières, de services immobiliers du groupe BPCE. Donc, le groupe BPCE avec toutes les banques populaires et les caisses d'épargne, comme son nom l'indique. Donc, nous proposons des solutions immobilières autour de l'immobilier résidentiel. Donc, tout ce qui est immobilier d'investissement, immobilier d'habitation. Donc, l'appartement que vous pouvez acheter neuf ou ancien dans un but locatif. Et cela pour répondre à tout un champ d'attente très important. Ça va de la préparation de la retraite, évidemment, à des besoins de revenus complémentaires immédiats ou futurs, protéger ses proches, préparation également de la transmission, construction de votre patrimoine ou diversification également de votre patrimoine. Alors, notre rôle, c'est de vous accompagner de la construction de votre projet immobilier jusqu'à la mise en gestion de celui-ci. Très concrètement, on va déterminer avec vous quel est le bien idéal pour vous par rapport à votre projet, vos attentes, votre sensibilité, par rapport également à votre budget. Et puis, nous allons sélectionner des biens. Alors, nous ne sommes pas opérateurs, nous ne sommes pas promoteurs. Hein. On intervient en tant au niveau de la sélection en toute impartialité des biens. Et puis après, tout ce qui va avec l'investissement en immobilier locatif, c'est-à-dire la gestion locative du bien, la réception du bien, les garanties loyers impayés et puis également l'assistance fiscale liée aux déclarations que vous ferez. Donc voilà, tout ce qui est lié à l'investissement locatif en immobilier résidentiel. À votre disposition pour toute question. Super, merci beaucoup Jean-Philippe, merci à tous les trois. Alors on a Pascal qui est à Dubaï, on a Christophe qui est à Stockholm, Julie en Afrique du Sud, un autre Pascal mais qui est aux Philippines, Cédric à Madrid, Fabrice qui est dans l'océan Indien, Vénard, Annalise qui est à Londres, Catherine en Andalousie. Voilà, bienvenue à tous.
surtout, posez bien vos questions avec le petit onglet « Poser une nouvelle question ». On va répondre, on va tâcher et on va répondre à tous. On a la chance d'avoir ces 3 experts aujourd'hui sur tous ces sujets autour de, évidemment, de l'évolution de son patrimoine, de ses placements financiers. Donc, c'est le moment, évidemment, vous avez probablement, si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous avez des interrogations, des questions et vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des réponses très pertinentes. Je vais, moi, commencer peut-être par une question à Thomas. Plus sur le contexte général, finalement, est-ce que c'est le bon moment pour investir? On voit qu'il y a de l'inflation, on voit que les taux sont élevés, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Comment tu caractériserais un peu le contexte aujourd'hui? Alors oui, effectivement, il est important de rappeler le contexte pour démarrer cet événement. Effectivement, on fait face aujourd'hui à une remontée des taux maintenant depuis quasiment 2 ans, hein, une remontée continue des taux. Donc, c'est un phénomène assez inédit, en tout cas qu'on n'avait plus forcément l'habitude de voir, hein, puisque à aujourd'hui, on revient sur des niveaux de taux qui sont ceux qu'on a connus dans les années 2008-2009. Donc, fini effectivement la période de l'argent gratuit, des taux quasi à zéro. Et donc, effectivement, c'est aujourd'hui un moment important après avoir pris ce virage à 180 degrés. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'on est sur un plateau au niveau des taux, hein, puisque c'est en train un petit peu de se détendre à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est intéressant de se poser la question. Pour répondre vraiment sur la partie « est-ce le bon moment d'investir ?» Moi, je répondrais que oui, ça reste évidemment toujours le moment d'investir. Certes, les taux sont élevés, mais l'inflation l'est également. Et donc, il faut aussi prendre ce paramètre-là en compte. Donc, finalement, la hausse des taux est un paramètre, mais ce n'est pas le seul. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il y a encore des affaires à faire dans l'immobilier. Et en tout cas, il y a encore un intérêt à investir dans le contexte actuel, puisqu'on peut penser que si les taux restent à ce niveau-là ou rebaissent un petit peu, ça va recréer de toute façon une certaine émulation sur le marché. Donc finalement, et on a connu ça par le passé, hein, on n'a jamais vraiment de crise immobilière importante. Finalement, on monte par étapes, donc par palier. Donc effectivement, aujourd'hui, ça reste intéressant, bien sûr. Ouais. Et parce qu'on a l'impression finalement que malgré les difficultés, l'économie ne résiste pas trop mal quand même. Du coup, ça pourrait repartir assez vite. C'est un peu les perspectives que tu imagines sur 2024. C'est ça, il y a déjà une anticipation qui est faite par rapport à tout ça. Donc, on pourra aussi en discuter avec nos autres experts, Arnaud et Jean-Philippe. Mais il y a déjà une anticipation, voilà, d'une stagnation, voire d'une baisse de taux, donc qui relancerait immédiatement la machine. Donc, je crois surtout qu'il ne faut pas être dans une position attentiste et plutôt se dire que on essaye de ne pas perdre de temps et de pouvoir investir maintenant. Arnaud, Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose peut-être par rapport au contexte? Alors oui, Thomas a déjà résumé beaucoup de choses, mais effectivement pour moi, est-ce le moment d'investir en immobilier? Comme je le dis souvent, le meilleur moment pour investir tout court et en particulier en immobilier, c'est quand on le peut, tout simplement quand on le peut. Le bon moment, il est là. Maintenant, on est sur des cycles longs. On n'est pas sur des cycles courts en immobilier. Dans immobilier, il y a quand même immobile, ne l'oublions pas. Donc, c'est un investissement toujours long terme. On est sur un horizon de placement de 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans sur l'immobilier. Et puis, j'ai envie de profiter aujourd'hui de cette fenêtre pour séparer un petit peu le bruit de la lumière, de la musique, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'immobilier. Alors certes, on est dans une crise immobilière par rapport au nombre de transactions. Le véritable problème aujourd'hui est là. Les transactions ont beaucoup diminué par rapport aux années précédentes, ça c'est un fait, mais n'oublions pas que nous allons terminer l'année avec à peu près
950 000 transactions sur l'immobilier résidentiel, on reste sur des niveaux très élevés de transactions. On est même sur la 5e meilleure année en nombre de transactions sur l'immobilier résidentiel de tous les temps. Donc en fait, on était à des niveaux tellement élevés que là, on ressent ce différentiel, mais on reste tout de même à des niveaux très raisonnables, largement raisonnables. Et puis, je voulais revenir également sur ce que disait Thomas par rapport aux taux. En fait, les taux d'emprunt, on est revenu tout simplement à une situation normale. L'argent a un prix, on emprunte de l'argent. Il est normal que ça ait un coût. Donc aujourd'hui, on a retrouvé des taux d'intérêt, des taux de crédit qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Donc on est sur des taux, somme toute, encore une fois, raisonnables. Alors certes, on s'est stabilisé, on pourra peut-être, avec la baisse de l'inflation, connaître une certaine baisse des taux, mais je pense qu'on ne reviendra pas à la situation complètement anormale qui était d'emprunter avec des taux quasiment à zéro. Ça, c'était une situation anormale. Et puis, on parlait de l'inflation. Quel est aujourd'hui l'un des meilleurs vecteurs de protection, l'un des meilleurs actifs qui protègent face à l'inflation? C'est évidemment l'immobilier, parce que les prix de l'immobilier ont tendance à suivre l'inflation. Et puis, les revenus tirés de votre investissement eux-mêmes sont très souvent corrélés à l'augmentation des prix avec l'indice de revalorisation des loyers. Donc ça, c'est évidemment aussi important à prendre en compte. Mais après, on pourra reparler de l'immobilier locatif et du marché locatif. Merci Jean-Philippe. Arnaud, tu veux peut-être préciser quelque chose aussi? Oui, enfin, voilà, le contour, le contexte a été très bien dessiné par Thomas. Après, on est sur les marchés financiers, donc ce qui est intéressant pour notre part, pour première part, c'est de se dire toujours les incertitudes, et j'ai bien aimé ce mot, c'est le point principal, ça fait naître des opportunités. Clairement, je rappelle un peu le contexte, donc vous aviez des taux négatifs de la Banque centrale au 31 décembre 2021, on était à moins 0,50 sur les taux de dépôt. Aujourd'hui, ils ont remonté le taux directeur de 450 points de base, on a des taux d'intérêt à 4%. Et en gros, qu'est-ce qu'on va dire? Donc du coup, ce changement de paradigme a été important en termes de classe d'actifs. On a une classe d'actifs qui revient en avant, après avoir vécu une décennie quasi nulle. C'est le marché obligataire, clairement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des taux et des rendements qui arrivent. Je prends un exemple. Quel a été l'impact? C'est qu'aujourd'hui, avant, vous aviez des émissions obligataires, des obligations d'entreprise. Exemple Total, qui émettait une obligation il y a 5 ans, elle donnait un coupon à 0%. Le loyer de l'argent étant à zéro, elle n'avait pas rémunéré plus, surtout sur une très belle de qualité signature comme celle-ci. Elle a fait une émission obligataire il y a 10 jours, elle a mis un coupon à 3,25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez sur le marché obligataire des sociétés de très bonne qualité, comme Total et bien d'autres, ce qu'on appelle l'investment grade, et aujourd'hui donnent du rendement à travers des coupons. Et on a parlé de tout à l'heure d'un point important, c'est cette spirale inflationniste et qui a été gommée quand même sur l'année 2023, puisqu'on a eu une période de désinflation importante, une inflation qui a été divisée par 3 en zone économique européenne, par 4 aux États-Unis, donc une désinflation importante. Donc on va continuer à perdurer dans un momentum d'inflation dans les années à venir, c'est-à-dire on va avoir du mal à redescendre sous les 2%, qui est donc l'objectif des banquiers centraux. Et comme le disait Thomas, du coup, et aussi Jean-Philippe, les taux d'intérêt vont rester élevés un bon moment. Donc on peut avoir des ajustements à la marge. Donc on peut avoir aujourd'hui, le marché anticipe 50 points de base l'année prochaine de la Banque centrale européenne, pratiquement 100 points de base aux États-Unis. Ça n'a pas changé la face du monde, on restera toujours sur des taux élevés. Les banquiers centraux le disent bien. Higher for longer, donc le higher, on l'a eu. Maintenant, on va être dans le moment de for longer. Donc il faut profiter de cela. Donc le marché obligataire avec un retour de coupons, des retours de rendement, d'autant plus si demain on a un ajustement léger à la baisse des banquiers centraux pour les marchés, pour les prix des obligations, ça va être salvateur et vous aurez des portefeuilles qui vont se valoriser. Deuxième point, dans la classe d'actifs d'action, les anticipations de ralentissement économique ont été clairement établies, notamment sur deux thématiques. Celle des petites et moyennes capitalisations, clairement, qui a fortement souffert, qui a fait un constat quand même sur de 30%. Elle a gommé sa surperformance des 10 dernières années. Donc, vous voyez, de l'ajustement, et ce qu'ont fait les banquiers centraux, c'est de permettre à cela d'avoir une normalisation et un retour à la réalité et d'avoir ce qu'on avait connu dans les décennies précédentes, d'avoir des taux d'intérêt plus élevés. Donc, on a gommé, on va dire, cette surperformance. Donc, aujourd'hui, on a des billets d'entrée très importants sur cette classe d'actifs, des petites et moyennes capitalisations pour aller très vite. Et pour finir, vous avez aussi quand même la partie émergente qui va profiter aujourd'hui de cela parce qu'ils ont été sous pression, notamment parce qu'ils ont fortement souffert de cette inflation, de ces taux d'intérêt, de ce dollar plus élevé. Et là, comme on change et on va avoir des anticipations, et comme l'a dit très bien Thomas, on a un plancher. Donc, on va avoir des modifications
diversification. Et les émergents nous semblent intéressants. Et surtout, pour finir, la classe d'actifs actions, toujours, aura certainement une performance moins importante que les années précédentes, mais restera toujours au-dessus du niveau d'inflation. Ce que disait Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand vous vivez dans la période d'inflation? Il faut aller sur les actifs réels. Actifs réels, moi j'en vois deux, en tout cas là, c'est la partie immobilière et c'est la partie marché financier et notamment les actions. Qui en profitent? Parce que vous avez des chiffres d'affaires qui sont libellés en nominaux, donc en nominal, et du coup, ça s'ajuste au niveau d'inflation. C'est pour ça qu'on a des très bons chiffres d'affaires et qu'on va avoir une poursuite dans les années à venir de la bonne tenue des marchés actions. Voilà. Super, merci beaucoup, merci à tous les trois. Allez, on va passer aux questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes, avec le petit onglet « Poser une nouvelle question » en bas à droite. Allez, j'ai une première question de Hervé, c'est pas moi, Hervé Bond, qui vous demande, qui explique « Ma banque refuse d'octroyer un prêt immobilier aux non-résidents. Pour l'achat d'un bien en France, la BPCE a-t-elle une position différente? Alors, je pense que c'est une question qui va revenir souvent, ou en tous les cas qui va intéresser beaucoup de gens, c'est évidemment l'accès au financement quand on est non-résident. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Philippe ou Thomas qui veulent répondre. Je peux répondre, parce qu'effectivement, je pense que c'est très bien comme première question, parce que on est vraiment, pour le coup, au cœur du sujet. Effectivement, aujourd'hui, le fait d'être non-résident ne facilite pas les choses et l'accès au crédit est assez restreint, puisque sur la place, aujourd'hui à Paris, très peu de banques finalement accompagnent les non-résidents. Ça tombe bien, on en fait partie. Ça fait partie, et je l'ai dit tout à l'heure, de notre cœur de métier. Donc effectivement, nous, notre première activité avec la clientèle internationale, c'est le crédit. Donc, on propose effectivement des crédits aux non-résidents. Alors après, on pourra rentrer dans les détails sur les différents sujets qu'il peut y avoir derrière. Mais en tout cas, la première réponse, c'est oui, nous accompagnons et nous finançons les non-résidents. Ensuite, le critère principal, et c'est ça d'ailleurs qui explique peut-être qu'une majorité de mes concurrents ne vont pas sur le marché des non-résidents, c'est qu'on a des sujets importants de conformité, de compliance à l'international. Et c'est ce qui, effectivement, peut être restrictif dans certains établissements. Chez nous, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas de restriction totale. En revanche, le critère qu'on va regarder en premier, c'est le pays de résidence fiscale du client. Donc, effectivement, après, selon ce pays, qu'il soit ou non considéré plus ou moins, on va dire, risqué, eh bien, on aura un cahier des charges qui sera différent. Très bien. Allez, on a une question de Fabrice, deux questions de Fabrice, mais je vais les poser l'une après l'autre. Fabrice, il est français et il est salarié à Madagascar, et du coup, il demande si, dans ce cadre-là, il peut accéder à un prêt pour un achat immobilier. Alors oui, effectivement, on travaille pas mal d'ailleurs avec Madagascar, en tout cas avec des résidents de Madagascar. Il se trouve en plus que la BRED a un territoire pas très loin, puisqu'on est présent sur la Réunion et sur Mayotte. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de liens avec Madagascar et on accompagne un certain nombre de clients qui sont domiciliés là-bas. Donc c'est vraiment voilà, le critère essentiel, c'est la résidence fiscale. Après, évidemment, selon la nature du pays, on va plus ou moins y aller, ou en tout cas, on va demander plus ou moins de contrepartie, parce que c'est ça aussi. J'allais dire, plus le travail, plus le dossier nécessite un travail important et des ressources de notre côté, plus on va être aussi en demande vis-à-vis du client pour qu'on puisse avoir une relation qui aille bien au-delà du financement. En fait, le financement, en quelque sorte, c'est un produit d'appel, c'est ce qui nous permet de rentrer en relation, de nouer un partenariat, mais derrière, ce qu'on recherche, c'est pouvoir travailler de manière bien plus importante avec les clients. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Arnaud et Jean-Philippe sont avec nous, puisque comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, nous sommes en capacité aussi de conseiller, d'accompagner nos clients sur tous leurs projets, sur toutes les classes d'actifs, etc. Donc, c'est vraiment aussi pouvoir faire intervenir tout le monde et faire bénéficier à tous nos clients de nos expertises.
Le même Fabrice pose une question en fait qui me semble assez intéressante. Il demande si vous faites des prêts également s'il achète de l'immobilier à l'étranger. Est-ce que vous accompagnez aussi dans ce cadre-là? Effectivement, on travaille aussi ces sujets-là. On finance également à l'étranger. Seule condition, c'est que le client en fait est un actif immobilier en France, oui, qu'on puisse prendre en garantie, ou alors un actif financier. Mais bon, plus généralement, on va dire que le montage classique qu'on préconise et qu'on met en place, c'est on finance par exemple une maison à Madagascar adossée à une hypothèque prise sur un appartement détenu par le client, par exemple à Paris. D'accord, très bien. C'est très clair. Finalement, c'est la même question que Anne posait juste quand je la posais en même temps. Donc, Anne, vous avez également la réponse et Fabrice également. Peut-être justement, Thomas, c'est intéressant. Quels sont vous avez parlé de garantie. Comment est-ce qu'on peut maximiser ses chances auprès de vous pour justement obtenir un financement, obtenir un prêt? Quels sont les critères finalement que vous retenez également? Parce que j'imagine, et c'est bien logique, que vous retenez certains critères. Alors effectivement, la question des garanties est très importante. Elle justifie aussi ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le fait que l'accès au crédit soit restreint, puisque aujourd'hui, en France, beaucoup d'établissements privilégient plutôt des garanties, ce qu'on va appeler des cautions mutuelles. C'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on appelle une garantie hypothécaire. Et donc, ces sociétés de caution mutuelles sont extrêmement restrictives envers les non-résidents. Français expatriés ou étrangers, hein, c'est pareil, mais en tout cas, elles sont extrêmement restrictives. Et nous, alors que de notre côté, à la BRED, on a vraiment cette culture de ce qu'on appelle la garantie réelle, de la garantie hypothécaire. Et c'est pour ça, on fait principalement des dossiers avec hypothèque, ce qui nous permet justement de pouvoir financer toutes ces opérations et de pas avoir j'allais dire un intervenant externe. Le seul décideur du dossier, en fait, en l'occurrence, ça va être moi ou un comité, mais on ne fera pas intervenir de sociétés tiers dans les dossiers. Donc ça, c'est très important. Et puis en général, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur la partie vraiment coût pour le client, plus le montant de l'investissement, plus le montant du prêt est élevé et plus il est intéressant financièrement de passer par une garantie hypothécaire. Ça coûte moins cher. Ok, allez, je reprends les questions des internautes. Merci pour cette réponse très précise. Là, on a plusieurs questions qui sont très précises. Par exemple, Pascal qui demande qu'en est-il de l'octroi d'un prêt pour un résident fiscal aux Émirats Arabes Unis? Donc, est-ce que ça fait partie des pays qui sont acceptés ou peut-être que Pascal a également peut-être d'autres sources de revenus, hein. Effectivement, ça fait partie des pays qui sont devenus un petit peu plus sensibles, notamment. Donc ça, après, c'est des critères. Ce sont des critères géopolitiques, hein, on va pas. Et pour être totalement transparent, depuis le début du conflit en Ukraine, en fait, ça fait partie des pays, notamment toute la zone Moyen-Orient, en fait, qui est plutôt sur lesquels des restrictions sont appliquées. Après, ça ne veut pas dire que nous ne travaillons plus avec ces pays-là. Simplement, le volet compliance que j'évoquais tout à l'heure est beaucoup plus lourd, et donc nous on va demander on va être beaucoup plus exigeant sur la relation commerciale. Mais aujourd'hui, donc moi sur mon pôle banque privée, globalement à partir de 200 000 euros d'avoir confié chez nous, en fait, on va accompagner les clients même sur ces pays-là, hein. J'ai des exemples encore ces derniers jours sur le Liban, sur le Qatar. Mais encore une fois, avec un niveau du coup qui va être plus important d'exigence commerciale de notre côté. Mais ça peut être aussi dans le cadre du dossier, c'est-à-dire que demain, si on accompagne un client sur un financement, on va lui demander entre 20 et 30% du montant en ce qu'on appelle en collatéral financier chez nous. Donc, c'est des sommes qui seront placées à la banque. Et donc, de par ce montage-là, en fait, on rentre dans les critères et donc on peut accompagner les clients, même y compris sur des pays plus sensibles, type Moyen-Orient. Parfait, merci pour cette réponse. Une question de David qui demande, parmi les critères d'obtention d'un crédit, est-ce qu'un contrat de travail de droit local, donc
pas de droit français est-il un point bloquant? C'est-à-dire, j'imagine que donc du coup, David, il est pas salarié, il n'a pas de ses revenus qui tombent en France. Donc, est-ce que c'est un point bloquant définitivement ou pas forcément? Si c'est en anglais, non, c'est pas bloquant puisque toute l'équipe parle anglais, donc aucun souci sur l'anglais pour les contrats de travail, ou ça peut être aussi d'autres j'allais dire justificatifs, d'autres pièces au dossier. Hein. Évidemment, le contrat de travail c'est important, mais ça peut être d'autres documents. On travaille avec d'autres documents en anglais. Enfin, en tout cas, on les accepte. Super. Allez, les internautes, posez vos questions. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Hein. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Profitez de la présence de nos 3 experts pour poser bien toutes vos questions. Jean-Philippe, j'ai une question de Philippe qui est donc lui résident fiscal en Allemagne et qui se demande quels sont les avantages fiscaux à réaliser un investissement immobilier en France et est-ce que c'est indifférent si il se finance en France ou s'il se finance en Allemagne? Alors, merci beaucoup pour cette question. Elle est très importante. Effectivement, nous avons beaucoup de clients non résidents qui nous sollicitent pour des investissements immobiliers en France. Alors, je vous dis en France parce qu'effectivement, ce que nous proposons, les solutions immobilières que nous proposons sont exclusivement sur le territoire national, DOM compris. Alors, il y a des avantages fiscaux. Lorsque vous êtes non résident et que vous investissez sur un bien immobilier locatif en France, vous devez tout de même payer une imposition sur les revenus que vous percevez. Et donc, nous, on va effectivement travailler sur un levier fiscal afin de diminuer au maximum cet impact en termes d'imposition sur les revenus. Je vais vous donner un exemple sans rentrer dans les détails, ça va être le déficit foncier par exemple. C'est-à-dire que vous investissez sur un bien en France qui dégage des revenus, très bien, mais vous êtes fiscalisé sur ces revenus locatifs. Le médicament à cela, le levier, ce sera d'investir sur un bien qui dégage en même temps en amont un déficit foncier, par exemple un bien qui est à rénover. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un bien, un package tout compris où vous avez l'acquisition du bien avec le financement des travaux et tous les travaux viendront en déduction des revenus que vous aurez alors perçus. Donc là, vous comprenez aisément qu'il y a un gain fiscal important. Et donc, ce gain fiscal-là est un levier au même titre que peut l'être le crédit. Alors, évidemment, là, c'est plus du ressort de Thomas, mais Thomas en a déjà beaucoup parlé. Le financement de ce bien, le crédit va être soumis à certaines conditions, à un encadrement. Et puis, votre rapport personnel peut évidemment venir d'un pays comme l'Allemagne. Ça, là-dessus, on est au sein de l'Union européenne, donc je crois savoir qu'il n'y a évidemment aucun souci. Et puis après, pour les autres pays, ce sera du cas par cas. Donc, beaucoup de leviers fiscaux, beaucoup d'avantages pour des clients expatriés à investir en France, effectivement. Ouais. Mais alors du coup, Jean-Philippe, quelles sont les solutions que vous proposez au global? C'est quasiment un package depuis proposer des biens, proposer le financement, proposer de l'aide, par exemple, pour la fiscalité. Sur quel champ vous intervenez? Alors, la première chose, c'est qu'on va rencontrer le client, on va discuter avec lui pour analyser sa situation, ses projets, ses besoins, ses attentes, sa sensibilité. Une fois qu'on aura bien compris tout ça, on va proposer un investissement en immobilier résidentiel. Ça va être un appartement neuf, ça va être un appartement ancien avec ou sans travaux. Et effectivement, ce bien immobilier pourra se faire en pleine propriété ou en nue propriété. Certains clients voudront investir dans l'immobilier mais n'auront pas forcément besoin, envie d'avoir les revenus issus du bien immobilier. Donc, ils ne prendront que la nue propriété du bien. Forcément, dans ce cas-là, vous avez une décote sur le prix. Et effectivement, Hervé, comme vous l'indiquez, nous travaillons aussi sur les leviers fiscaux de l'investissement. Notre rôle n'est pas simplement de trouver le bien idéal pour le client au bon prix, bien placé, ça vous l'aurez compris, avec un vrai marché locatif, et en même temps de trouver le levier fiscal idéal pour le client en fonction de sa situation. Je vais vous citer les exemples, par exemple pour le neuf, le bien pourrait être meublé,
pour un non-résident, meublé, donc à bénéficier d'un amortissement qui permettra de ne pas payer d'impôts, sur une longue durée sur les revenus. J'ai parlé tout à l'heure du déficit foncier. Il y a également la nue propriété, donc pas de revenus, mais une décote importante, significative sur l'acquisition du bien. Et puis après, d'autres dispositifs fiscaux qui sont plus propres aux résidents fiscaux français, comme le monument historique, le Malraux, le Pinel que vous connaissez peut-être. Mais là, on est plus sur des résidents fiscaux français. Et puis, une fois qu'on a déterminé tout ça, que la transaction se fait par notre intermédiaire, on va accompagner le client au moment de la livraison du bien. Au moment de la livraison du bien, au moment de la remise des clés, on va s'assurer que le bien est conforme à ce qui avait été prévu au départ, avec toutes les garanties adéquates. Et puis, on va aller assez loin. S'il faut meubler le bien, on va proposer un pack meuble. S'il faut ne serait-ce qu'une cuisine, on va proposer un pack cuisine. Et puis, on va aller encore plus loin au moment de la gestion locative avec notre partenaire national qui s'appelle Foncia. On va proposer une gestion locative. On va proposer une garantie de revenus, une garantie loyer impayé. Et puis, on continue. Vos clients vont vouloir faire leur déclaration, en particulier en tant que non-résident, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. On va proposer une assistance fiscale, donc vraiment accompagner le client de bout en bout. Très bien, merci pour ces précisions, c'est très clair. On a Anne-Lise qui est à Londres, je reprends les questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes. Donc Anne-Lise qui est à Londres, elle est self-employed, donc auto-entrepreneur ou travailleur indépendante, je pense que c'est quelque chose comme ça, au Royaume-Uni. Et elle demande si vous accompagnez, parce qu'on a parlé des salariés, mais est-ce que vous accompagnez également, par exemple, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs ? Alors oui, effectivement, on accompagne aussi les travailleurs non salariés. Effectivement, c'est plutôt à la marge puisqu'on a plutôt l'habitude d'avoir des clients qui sont plutôt salariés, cadres dans des grands groupes étrangers. Mais on a aussi effectivement des dirigeants de sociétés, donc travailleurs non salariés, donc soit effectivement chef d'entreprise, soit profession libérale, etc. Donc évidemment, après l'analyse, en fait, elle va se faire de la même manière, comme si le client était résident en France, en fait. Ça sera les mêmes, j'allais dire, les mêmes analyses et les mêmes critères qui vont être regardés. Donc non, pas de restriction, si ce n'est à minima une antériorité de 3 ans en fait sur l'activité. Ça c'est quand même important effectivement, c'est qu'on ait quand même des éléments sur le fait que l'activité soit pérenne. Très bien, merci. Allez, je pose une question de… Ouais. Vas-y. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Jean-Philippe par rapport aux dispositifs fiscaux là dans le cadre des investissements immobiliers. Simplement pour préciser que en étant client sur Bradespace Banque Privée, on vous fait profiter aussi des services et de l'expertise de notre service d'ingénierie patrimoniale. Et c'est d'autant plus important pour les clients non résidents puisque c'est des aspects qui sont très importants, les aspects fiscaux, juridiques. On est en capacité vraiment de vous conseiller dans vos investissements et de vous proposer des solutions vraiment adaptées. Donc ça aussi, c'est important. Vous avez un banquier privé dédié, mais vous avez aussi accès à l'ingénierie patrimoniale. Et ça, c'est un service qui est gratuit. Très bien. Allez, je prends une question de Pascal, qui va peut-être être plus une question pour Arnaud. Quelles sont les options disponibles pour diversifier son épargne d'un PEE français hors immobilier? Il demande est-ce que des comptes titres, autres. Je vous passe la parole. Alors, on peut utiliser les enveloppes du PEA. Alors, c'est peut-être mon actualité, c'est plus Thomas qui guidera là-dessus et en fonction d'où vous êtes imposé. Donc, PEA, plan épargne en action de petites et moyennes entreprises, PEA PME. Deuxième enveloppe, on va dire défiscalisante. On va dire que si on la garde, conserve plus de 5 ans, vous ne serez pas imposé sur les plus et moins values. Ce sera contenu sur la CSG CRDS. Donc, ça, c'est quand même un grand avantage. Vous allez
la partie contrat d'assurance vie, hein, notamment avec notre assureur Prépare, où dedans vous avez une gestion sur le même modèle d'un PEE. Vous pouvez mettre du monétaire, vous pouvez avoir accès aux fonds euros et surtout aux unités de compte, actions et obligataires. Donc ça aussi, c'est un autre point et non des moindres. Et on a mis en place pour nos clients expatriés également ce qu'on appelle les contrats de droit luxembourgeois, les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. Donc après, Thomas sera plus à même de développer les tenants, les aboutissants, les avantages et les inconvénients de cette thématique-là. Et c'est clairement identifié pour les expatriés. Et dedans, on peut y intégrer donc une gestion personnalisée, toujours la même chose, sur la partie obligataire, action ou monétaire. Donc ça, c'est un peu les quatre biais. Je répète, fonds, les contrats d'assurance vie luxembourgeois et contrats d'assurance vie de droit français à un degré moindre, PEA, PEA, PME, et à travers des comptes titres, bien sûr, où, comme je vous l'ai dit, on a divers profils et diverses zones géographiques à travailler et à monétiser pour les années à venir. Arnaud, vous avez l'habitude de travailler avec des partenaires, des clients qui sont basés à l'étranger. Quel est l'avantage, finalement, quand on vit à l'étranger, quand on est un Français installé à l'étranger, à recourir à la gestion sous mandat, quels sont les avantages? Parce que justement, j'imagine que la distance peut être parfois un frein, alors que du coup, déléguer, ça peut être, j'imagine, un gros avantage. Oui, que ce soit un client expatrié ou un client domicilié en métropole. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est le même montage, hein. C'est vraiment une question de temps et d'expertise. Après, comme tout ce qui a été dit tout à l'heure, hein, les actifs réels reprennent encore plus de valeur. Donc aujourd'hui, c'est d'être accompagné, d'avoir donc une personne référente, que ce soit donc à la Bred Espace à travers Thomas ou bien avec Promépar et moi en qualité de directeur de la gestion sous mandat. Donc vous déléguez entièrement de manière contractuelle la gestion, ça veut dire qu'on intervient. Après, c'est un savoir-faire, on existe depuis 30 ans, on a tous entre 15 et 30 ans d'expérience sur les marchés financiers, on a des performances qui sont plus que cohérentes. L'idée, c'est quand vous déléguez une gestion sous mandat, c'est de surperformer dans la hausse et la baisse, ce qu'on essaie de faire. On pourrait nous pardonner d'avoir une année moins bien, mais l'idée, c'est ça, de faire mieux qu'une gestion passive, de vous accompagner et surtout de bien vous expliquer notre gestion et de vous la reporter. Donc, vous recevrez, si vous travaillez avec nous, en tout cas, vous recevrez un reporting de gestion chaque trimestre. Vous êtes au courant de toutes les opérations qui sont réalisées, notamment grâce à l'application Bred Connect de la Bred, où vous avez tous les avis d'opérés qui sont stockés. Donc, vous connaissez et vous pouvez consulter votre PEA. Et je répète, une gestion personnalisée, un interlocuteur et une gestion bien faite, c'est une gestion aussi bien expliquée pour les clients, que les performances soient brillantes ou un peu moins bien une année. Mais voilà, c'est au moins de comprendre ce qui s'y passe. Et ça, c'est ce que l'on met en avant et ce que nous faisons et exécutons. Super, parfait. Allez, les internautes, continuez de poser vos questions. On a 2 questions qui sont d'Hervé et de Philippe qui voudraient en fait prendre contact avec vous. Donc, c'est tant mieux, c'est bon signe. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre par écrit. De toute façon, les internautes, vous allez recevoir un mail. Vous allez être recontacté par nos partenaires si vous l'avez accepté. Voilà, Thomas répond. Mais vous inquiétez pas, vous serez. Il y aura les contacts. On mettra également les contacts sur l'article au Petit Journal dans les prochains jours, mais vous allez recevoir sans souci un mail dans les prochains jours également avec les contacts de nos 3 interlocuteurs. Donc, vous pourrez, je pense, prendre contact très facilement. Après, j'imagine également sur le site de Bred Espace. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux répondre. On a perdu Thomas, mince. Jean-Philippe. Vous m'entendez ou pas? Oui, ouais. Ok, impeccable. Effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez adresser vos demandes directement, me les adresser directement. Donc, je vais vous laisser, de toute façon, je vais laisser mon adresse mail. Et le but, voilà, c'est qu'on puisse fonctionner comme ça, que je sois le point d'entrée. Donc, vous allez m'écrire et puis ensuite on avancera ensemble. Ouais, n'hésitez pas à mettre dans le fil de chat si vous voulez, Thomas, pour vos contacts. Pareil, Jean-Philippe, bien entendu. En revanche, on vous a perdu. Moi, je ne vous vois plus à la vidéo. Je ne sais pas si Jean-Philippe, Arnaud, vous voyez Thomas. Oui. Bon, alors tant mieux. C'est bon, je ne sais pas pourquoi c'est chez moi, mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est que voilà. Donc, du coup, je reprends les questions des internautes. J'ai une question de VP, même si j'imagine connaître la réponse, mais sans être un expert. Le gouvernement français impose-t-il les résidents étrangers fiscalement sur les plus-values immobilières réalisées en France? Jean-Philippe,
Je te laisse répondre. Alors, le plus souvent, le non-résident fiscal bénéficie d'une exonération sur les plus-values immobilières. Très souvent, on est dans ce cas-là, alors sans apporter trop de détails ici, parce que c'est du cas par cas et ça dépend des pays, mais quand vous êtes au sein de l'Union européenne ou alors dans un pays avec qui la France a un accord à ce titre, vous êtes exonéré à hauteur de 150 000 euros de plus-value maximum si la vente du bien immobilier se fait dans les 10 ans après que vous soyez devenu non-résident. Et puis, il y a un cas aussi qui arrive le plus souvent, c'est le cas de la vente de l'ancienne résidence principale du non-résident. Et là, elle est également exonérée, mais toujours à hauteur de 150 000 euros. Donc, très souvent, on a quand même cette exonération en termes de plus-value immobilière. Très bien. Sinon, je le dis quand même, hein, dans les cas où elle est fiscalisée, vous serez à 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà. Très bien. Allez, les internautes, posez vos questions. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. C'est le moment. J'ai une question d'Anne-Lise qui vous demande, en fait, on parle souvent des finances vertes, enfin de plus en plus, des finances autour d'investissements sustainable. Quelle est votre position concernant cela? Je ne sais pas qui veut répondre. Arnaud, Thomas? Arnaud, tu veux… Oui, alors donc vous avez tout à fait raison. Donc déjà on a une réglementation qui a été mise en place et ça quand même c'est des bonnes choses, hein. Notamment on l'a vu, on a ce qu'on appelle le label ISR qui a été retravaillé notamment par le ministère de l'économie et des finances ces derniers temps. Donc on impose aux sociétés de reporter dans le cadre de l'investissement socialement responsable et de la partie environnementale bien sûr, ce qu'on appelle l'ESG ou un degré on va dire de granularité plus importante qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Nous, chez Promepars, on est assez pragmatique sur cela. On en participe, on est membre des PRI, donc c'est un mouvement, une association qui a été mise en place par l'ONU il y a quelques années. On y participe et c'est ce qu'on appelle les fameux ODD, les objectifs de développement durable, qui y sont représentés de façon importante. Et dans l'ensemble de nos gestions, donc, nous sommes attentifs à investir sur des fonds qui sont investissements socialement responsables, donc qui ont un processus d'investissement rigoureux. Sur la partie titre vif, nous y faisons attention également. Nous avons un système de notation qui a été mis en place pour aller sur les sociétés qui sont les plus vertueuses sur la partie environnement et social et gouvernance. Et surtout, nous avons mis des critères d'exclusion dans nos gestions, hein, notamment sur ce qui est la partie charbon thermique qui est réalisée par pas mal d'acteurs, notamment dans les services aux collectivités et les fournisseurs d'énergie. Et en Allemagne, on a des sociétés, par exemple, comme RWE, dont sa capacité de production en charbon thermique est supérieure à 20%. Donc, elle est exclue de notre portefeuille. Ça, c'est des points importants. On a aussi tout ce qui est la partie armement, qui est exclue, en tout cas, sur la partie outils et défragmentation, excusez-moi. Donc, grâce à cela, donc, on a une politique, on va dire, salvatrice sur cette partie-là. La partie énergie renouvelable aussi est quand même très importante et a connu un énorme boom sur les 2 dernières années, notamment parce que les Américains, d'autant plus, ont mis en place ce qu'ils ont appelé l'Inflation Reduction Act, le fameux IRA. Donc, c'est un plan de relance conséquent pour les énergies renouvelables. Et lors de la période Covid, vous avez la partie européenne, donc la zone économique européenne, qui a mis en place le Green Deal, donc qui est en termes de budget très importante, qui met un peu plus de temps à se dénouer, à se mettre en place. Mais aujourd'hui, elle est vraiment masterisée sur la partie efficience énergétique, hein, des acteurs comme Schneider et Saint-Gobain en profitent assez amplement. Et sur la partie américaine, pour finir, on est vraiment sur le solaire et l'éolien, donc où vous avez des subventions qui sont mises en place, des choses qui sont moins importantes aujourd'hui en zone économique européenne, hein, puisque les Européens ont dû régler quand même leur dépendance au gaz naturel russe. Ils ont trouvé des alternatives, hein, notamment avec nos voisins d'Europe du Nord, mais ils ont dû mettre en place des gazoducs de façon importante et ça a été manifeste. Donc, les capacités d'investissement sur les énergies renouvelables se sont retrouvées moins poussées en avant sur la zone économique européenne. Mais ce qui est logique, hein, comme je l'ai dit, on était très dépendant du gaz, vous le savez, du gaz russe. Et donc, il a fallu trouver des solutions assez rapides. Et voilà.
Ok, très bien. Allez, je reprends les questions. Les internautes, posez vos toutes dernières questions. On a encore une petite dizaine de minutes. David demande, les SCPI ont-elles toujours un intérêt? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Je ne sais pas si c'est Jean-Philippe qui veut répondre. Alors, avec plaisir. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, parce que j'étais très focus immobilier physique, immobilier en direct. Mais oui, nous proposons des SCPI. Alors, est-ce qu'elles ont toujours un intérêt? Évidemment, la SCPI est un mode de détention d'immobilier. Donc après, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la SCPI, donc société civile de placement en immobilier. À l'intérieur de la SCPI, on peut avoir de l'immobilier de bureau, on peut avoir du commerce, on peut avoir de l'immobilier de santé, on peut avoir de l'éducation, des écoles, on peut avoir des entrepôts, etc. En fait, on peut retrouver tout type d'immobilier au sein des SCPI. Alors, là, vous voyez, pas que du résidentiel, parce que tout à l'heure, je parlais d'immobilier physique, donc effectivement, on parlait que de résidentiel, de logement, mais dans les SCPI, on peut proposer tout type d'immobilier. Donc, tout dépend de ce qu'on met à l'intérieur de la SCPI. Et là, on retrouve également toute l'expertise de BPCE, Solutions Immobilières du groupe BPCE, pour déterminer quelles SCPI sont cohérentes, lesquelles sont solides. Alors, on ne va pas forcément rechercher la rentabilité au maximum parce qu'on va avoir peur d'une certaine volatilité et on va avoir une crainte peut-être de baisse de prix départ. Donc, on va essayer de proposer à nos clients, on va proposer à nos clients vraiment des SCPI qui offrent un couple rendement-risque qui soit le plus intéressant possible. Alors, je vais parler 30 secondes de la crise, de tout ce qu'on a entendu sur les SCPI en ce moment, et je pense que cette question est liée à ça. On parlait principalement des SCPI de bureaux, donc des SCPI qui détiennent beaucoup d'immobilier de bureaux à l'intérieur. Évidemment, vous savez que après la crise sanitaire que nous avons vécue, le télétravail s'est énormément développé, ce qui fait qu'on a peut-être moins besoin de mètres carrés en bureau qu'avant la crise sanitaire. Donc, les SCPI qui se retrouvent avec beaucoup d'immobilier de bureau doivent revaloriser en baissant leur prix de part parce que tout simplement, elles ont moins de débouchés à la location parce que les entreprises prennent moins de mètres carrés de bureau. Mais ce qui est très important, c'est que si on regarde les revenus des parts de SCPI de manière globale, les revenus ont plutôt tendance à rester stables et un détenteur de parts de SCPI, ce qu'il souhaite, c'est avoir du revenu. Donc là, c'est plutôt rester stable. Et puis, on parle uniquement des SCPI de bureau, les SCPI de commerce, les SCPI de santé, etc., ont été très peu impactés, voire pas du tout impactés par une éventuelle baisse de la valorisation des parts de SCPI. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il faut vraiment faire le bon choix dans la SCPI sur laquelle on investit et nous sommes là évidemment pour ça. Allez, on poursuit avec les dernières questions des internautes. On a encore le temps de 3 questions, donc si vous avez une question, c'est le moment. Emmanuel est au Cambodge, il est résident au Cambodge, salarié au Cambodge. Il dit le pays sorti cette année de la liste grise du FATF. Bon, je pense que c'était la liste grise des pays qui n'étaient pas bien acceptés. Et il dit, mais je me heurte à une difficulté d'emprunter malgré un bon dossier. Donc, est-ce que voilà, un salarié au Cambodge, c'est quelqu'un qui peut prendre contact avec vous? Oui, bien sûr. Après, effectivement, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Le Cambodge, malgré certains assouplissements, non, effectivement, on reste encore considéré comme un pays sensible. Donc, effectivement, avec des restrictions, c'est ce qui peut expliquer la difficulté à trouver un partenaire bancaire. Effectivement, souvent, et c'est ce qui est difficile à comprendre pour le client, c'est que finalement, c'est pas lié à la nature du dossier, en fait. Le dossier peut être excellent. Mais s'il y a effectivement des restrictions avec le pays, malheureusement ça peut être éliminatoire. Donc nous, dans des cas précis comme ça et sur un pays comme le Cambodge, on va vraiment traiter au cas par cas. Et l'idée en tous les cas, c'est de pouvoir développer une relation globale, c'est-à-dire qu'on soit pas uniquement intervenant sur le financement. Il faudra effectivement qu'on puisse avoir une relation plus globale et qu'on puisse aller au-delà en fait d'un simple financement. C'est peut-être ça qui peut effectivement poser problème. Mais en tout cas, il n'y a pas de restriction absolue.
Parfait, merci pour cette réponse. Thomas, une question de Thierry qui est à Dubaï et qui demande quelle est la fiscalité d'un compte titre en France sur les plus-values mobilières et les dividendes pour un résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Donc, je vais peut-être répondre aussi sur cette question. Donc, de toute façon, effectivement, en tant que non-résident, donc les clients sont exonérés en fait sur la partie prélèvements sociaux. Donc, il y a uniquement la partie plus-value par rapport à la flat tax qui sera fiscalisée. Et de toute façon, effectivement, sur les non-résidents, ils ne peuvent bénéficier que du compte titre. Donc soumis au PFU, puisque bénéficier des enveloppes type PEA ou PEA-PME est réservé uniquement aux clients qui sont résidents. Ouais. Donc après, à regarder effectivement en fonction de l'adresse de domiciliation fiscale du client sur l'année en question. Et le niveau de la flat tax, c'est 30%, c'est ça? Oui, c'est ça. Dont les prélèvements sociaux, mais les prélèvements sociaux sont exonérés en fait. C'est ça, c'est 12,8 en fait au lieu des 30, puisqu'il y a 17,2 de prélèvements sociaux. Parfait, très bien messieurs, je crois qu'on a, si les internautes n'ont pas d'autres questions, on va arriver à peu près au terme de ce webinaire. Je vais vous passer la parole à chacun pour un mot de conclusion, hein, pour nous redire un petit peu le message essentiel que vous voulez livrer à nos internautes. Merci pour leur avoir répondu à tous. Thomas, si vous voulez commencer. Eh bien, merci Hervé. En tout cas, je tenais à remercier tout le monde pour ce webinaire. En tout cas, très intéressant. Merci à tous pour vos questions. Ce que je rajouterai en conclusion, c'est que nous sommes disponibles à votre écoute. On veut vraiment s'inscrire comme le partenaire privilégié des Français expatriés. On le montre au quotidien, mais on souhaite le devenir encore plus. Donc, c'est de vous dire qu'on est encore une fois à votre écoute. On dispose de toutes les expertises pour pouvoir vous accompagner sur vos différents projets, quels qu'ils soient. Voilà, merci à tous. Et puis, alors, je sais pas, j'avais intégré mon adresse mail dans le chat. Je sais pas si parce que j'ai pas accès en fait à l'historique. On l'a vu. Ouais. Donc, thomas.giraud@bread.fr. Elle apparaît bien. Et Jean-Philippe de Oliveira, ton adresse BPCE apparaît bien également. Arnaud, un mot de conclusion? Pour conclure, déjà, vous disposez d'un véhicule optimal avec Bread Espace sur la partie expatriée. Nous, on travaille main dans la main avec Bread Espace, donc ça, c'est quand même un point important. Nous, on a ajusté toutes nos offres de gestion, beaucoup de nos offres de gestion, pour justement répondre aux attentes des clients expatriés et les clients directement de Bread Espace. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour travailler. Après, c'est Thomas qui fera la découverte et qui vous j'espère en tout cas, vous présentera à mon équipe et moi pour mettre en place un mandat de gestion. Et je rappelle que la classe d'actifs obligataires est quand même à travailler. Et je rappelle aussi la performance des marchés actions sur 10 ans ouvert temps, c'est 8% de croissance annualisée. Donc, c'est quand même pas neutre. C'est quelque chose à avoir en tête. Vous avez des coupons, des dividendes qui sont versés, c'est qu'un gage de sécurité. Dans une période d'inflation, je le répète, les actifs réels, c'est ce qu'on doit détenir dans nos portefeuilles. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci Hervé pour l'organisation. Merci Arnaud. Jean-Philippe. Un grand merci à Bread Espace pour cet échange et puis à tous les internautes, à tous les participants à ce webinaire. J'ai été très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et puis, juste pour rebondir positivement sur ce que vient de dire Arnaud, effectivement, vraiment les actifs réels. Et puis, n'oublions pas que derrière tout actif immobilier résidentiel, il y a un locataire, quelqu'un qui doit se loger. Ça fait vraiment partie des besoins primaires. Et aujourd'hui, en France, on manque cruellement de logements. On n'a pas suffisamment de biens à la location. Donc, il y a l'aspect investissement responsable et investissement sociétal très, très important. Un grand merci. Nous sommes à votre entière disposition au sein du groupe BPCE.
Merci messieurs, Thomas Giraud, directeur de Bred Espace Banque Privée, Jean-Philippe de Oliveira, responsable animation et marketing de BPCE Solutions Immobilières et Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar. Merci pour cette heure passée et toutes vos réponses très précises. Merci à tous les internautes, vous étiez nombreux, vous avez posé pas mal de questions, donc c'était très intéressant. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay, donc si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager à des connaissances, des amis qui s'étaient pas inscrits parce qu'ils n'en avaient pas eu connaissance, les pauvres, ben voilà, comme ça ils pourront se rattraper. Et il y aura également dans les prochains jours un article de compte rendu sur le petit journal avec la vidéo YouTube, donc également très facile à reconsulter et à partager. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, c'est selon où vous vous trouvez, et je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com et puis pour d'autres webinaires. À très bientôt, merci à tous.